Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs Mesdames les vice-présidents, mes chers collègues, je voudrais vous dire que je ne prends pas du tout le débat de maintenant comme un débat à la légère. En ce qui me concerne, je n'ai aucune envie de faire le moindre trait d'humour, je n'ai aucune envie de tenir des propos qui pourraient être destinés à amoindrir ce que je souhaitais indiquer. Et pour être très sincère avec vous, Monsieur le Président, avec respect, je vous indique très clairement que je parlerai le temps qui me paraîtra nécessaire, étant entendu que j'ai bien en tête le fait que nous avons un débat budgétaire qui engage notre communauté d'agglomération et qui suppose vraisemblablement qu'on puisse éviter de le régler en quelques minutes. J'ai la chance de siéger également au conseil départemental. Pour un budget de 1,8 milliard d'euros, nous avons parlé pendant 2 heures et demie. C'est vous dire que ça va vite. Là, nous avons un budget supérieur à 100 millions d'euros, faut-il que nous parlions 3 minutes, 4 minutes, 10 minutes, je suis d'autant plus surpris, puisque vous avez l'occasion de le dire, que nous avons simultanément, la triste impression que dorénavant, ça devient difficile de s'exprimer. Et je le dis en mesurant du propos. Regroupement des commissions, qui aboutit in fine à ce que nous ayons dans la même main celui qui engage les travaux et celui qui en décide le financement. C'est ça la démocratie. Nous avons, comme ça a été indiqué très justement par deux de nos collègues, M. Hadid et M. Privat, des avenants qui modifient structurellement la façon dont sont étudiés les projets financiers. Je le répète exactement comme l'ont dit l'un et l'autre, la problématique n'est plus celle de la MAC, même s'il y a beaucoup de choses à dire dessus, c'est simplement de savoir que 28 avenants, mes chers collègues, 28 avenants ont été pris depuis 2016 sur ce dossier, et que les 5 derniers conseils communautaires ont prévu un avenant sur le sujet, il y en aura un prochain. Ça veut dire que, grosso modo, nous avons, parce que ça a été décidé ainsi par cette Assemblée, des avenants qui ne passent plus en conseil départemental et qui sont décidés par le bureau communautaire. Interrogation sur la démocratie, là encore. Et puis, la commission d'appel d'offres qui s'est réunie la semaine dernière, la commission d'appel d'offres, je crois, avec une grande partie des membres qui sont ici présents, j'imagine en tout cas qu'elle était à cette commission qui le sont à nouveau aujourd'hui, la commission d'appel d'offres l'autre jour a demandé qu'il soit sursis à la décision qui pourtant semblait être prise d'avoir à nouveau des modifications des règles, puisqu'il y aurait un relèvement du seuil à partir duquel le Conseil serait saisi pour certaines des engagements financiers. Ça a été refusé par la commission d'appel d'offres. Vous me permettrez donc de dire, Monsieur le Président, que si respect il doit y avoir, il doit venir d'avant tout du Président. Que le rôle du Président, c'est de faire en sorte de respecter celles et ceux qui s'expriment, et de le faire d'ailleurs sans fustiger une opposition qui, je le répète, en ce qui concerne l'opposition ici, ne me semble pas véritablement tourner dans l'excès, même si parfois elle manie l'humour, et une majorité qui n'est pas censée être alignée sur la même ligne perpétuellement. D'autant plus, et c'est par là que je vais commencer mon propos, en vous précisant cependant que, bien entendu, tout ce que j'ai indiqué concernant les règles de la démocratie ne restera pas sans suite, et notamment la façon dont s'est déroulée la dernière commission. Vous me permettrez, mes chers collègues, de dire que je n'accepte pas qu'il puisse y avoir une convocation d'une commission avec comme objectif de la fixer en fonction des agendas de quelques-uns et pas de quelques autres. Je suis vice-président de cette communauté d'agglomération comme les autres. J'étais président de la commission des finances sortant. On a eu la triste démonstration qu'il y avait de la part de l'administration de la communauté d'agglomération un traitement différent pour les uns et pour les autres dans la façon de les inviter. Je viens de les inviter à cette commission. Tout ça vous paraît superfétatoire, pas pour moi. Et donc, je voulais vous indiquer que de ce point de vue-là, je ne laisserai pas, nous ne laisserons pas, car je suis bien entendu en concertation avec d'autres élus, les choses en l'état. Pourquoi je dis ça, mes chers collègues? Je voudrais vous rappeler, puisque vous avez évoqué la dernière séance, l'avant-dernière séance. À l'avant-dernière séance, j'avais eu l'occasion, c'était pas celle de Rome. C'est pour ça d'ailleurs que mon propos, pour vous rassurer, c'est un peu puisque nous avons déjà, président le débat de cela maintenant quelques semaines. À l'avant-dernière séance, vous vous souvenez peut-être, mes chers collègues, que j'avais émis ici des inquiétudes et que j'avais justifié la démission, qui était la mienne, du poste de vice-président
Et je fais exprès de durcir le ton parce que pour tout vous dire, quand je vous ai dit qu'il n'y ait pas d'humour dans mon propos, il n'y a vraiment pas d'humour dans mon propos. Je me souviens que lorsque j'ai évoqué les chiffres, j'ai dit grosso modo nous dérapons sur nos investissements. De l'ordre de 10 millions d'euros. Et on m'a répondu que je galégeais. Je me souviens du débat qu'on a eu avec l'un des membres de l'opposition en face de moi, je ne sais plus lequel. Je me souviens d'avoir fait un parallèle entre le culte de la dépense publique, qui est le culte que je respecte, mais qui est un dogme économique pour certains, et le fait que nous soyons plutôt, puisque vous m'avez qualifié de libéral, mon cher collègue, que nous soyons plutôt, nous, attenants à une politique qui consiste à contrôler la dépense publique et donc à maîtriser les impôts. Je me souviens l'un de mes collègues maires, pour lequel j'ai par ailleurs de la sympathie, l'un de mes collègues maires plaisantant sur le sujet. Je suis l'horrible antilibéral, je suis le bouffeur de liberté. Tout ça, mes chers collègues, parce que j'indiquais, c'était en septembre dernier, que j'avais prévu qu'il y ait un dérapage de l'investissement de l'ordre de 10 millions d'euros sur notre pays. Vous vous en souvenez? C'est tout le voilà, au mois de février. Et nous sommes sur le budget. Au mois de février, sur le budget, nous apprenons, nous constatons, et c'est pas moi qui le fais, qu'il y a un dérapage sur l'investissement sur les 4 années qui viennent de s'écouler, 2007-2019, qui est de 10 millions d'euros. Il y a une question qui se pose. La question qui se pose est la suivante. Est-ce que oui ou non, il suffisait que je dise quelque chose en septembre pour que ce soit considéré comme faux, et que la même chose dite au mois de février par la bouche, cette fois-ci, du président et du vice-président, devienne une vérité? Est-ce que le rôle du vice-président chargé des finances, que j'ai été, consistait à vous dire voilà pourquoi tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir, ou consistait à dire voilà pourquoi j'ai des inquiétudes? Est-ce que le rôle d'un élu n'est pas de dire de temps en temps oui, je suis inquiet? Est-ce qu'on est là pour faire des plaisanteries? Est-ce qu'on sert à quelque chose? Est-ce que mon rôle à moi consiste à dire en tant que maire de Draveil, et depuis quelques années, oui, je suis très content de la façon dont c'est mené? Je vous l'ai dit, je le répète, c'est pas comme ça que je le conçois, et c'est pas le ton que j'ai envie d'employer, mais celui de la sympathie. Parce que ce que j'ai dit en septembre, aujourd'hui, est corroboré par des chiffres qui sont exprimés dans la bouche du vice-président et dans la bouche du président. Alors vous me permettrez de vous faire abstraction de tout le développement que je vais compter faire, puisque nous sommes d'accord sur un constat, il y a bien eu un décalage de 10 millions d'euros sur les 3 années précédentes. Et donc j'avais prévu de vous faire quelques observations sur le montant de ce protocole, de ce PPI, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas en tout cas sur ce point, mais ça me permettra d'en développer 2 ou 3 autres qui me permettent de vous y indiquer pourquoi je considère qu'aujourd'hui, rien de beaucoup sans faux n'est réglé. Rien. D'abord, le vice-président en charge des finances, le maire de Beaunois, nous a parlé, à juste titre, dans des propos d'ailleurs qui n'appellent aucun commentaire de ma part sur la forme, du protocole. Le protocole, il avait plusieurs objectifs, vous vous en souvenez. L'un de ces objectifs en particulier, c'était de faire en sorte de rééquilibrer les 2 communautés d'agglomération précédentes. 2 communautés d'agglomération précédentes, dont n'importe qui siégeait en particulier dans la commission régionale, qui était censée nous écouter avant de décider des regroupements. Je voulais simplement vous rappeler que nous savions que les deux communautés d'agglomération, merci, du Val-d'Isère et du Val-de-Seine, étaient dans des situations financières difficiles. Et nous le savions d'autant plus qu'il suffisait de dire les chiffres. Sylvie Carillon rappelait que c'était malheureusement un élément financier sur lequel nous devions travailler. Oui, effectivement, nous devions travailler là-dessus puisque nous le savions. C'est une des raisons pour laquelle je considérais que c'était une erreur de les regrouper. Pardon de le dire, le président à ma gauche, comme le président qui l'a précédé, ont voté autre chose. Je respecte. Voilà le respect. Je respecte ce qui a été fait. Mais je vous dis très clairement qu'aujourd'hui, que nous sommes dans une situation qui doit nous conduire à être d'autant plus raisonnable que nous savions que le prix réel est celui d'une gestion difficile. Nous avions donc, dans le protocole qui était conclu au bout d'une année, quelques ajustements qui étaient prévus. Un ajustement qui consistait à avoir plus d'investissements dans le Val-de-Seine que dans le Val-d'Isère. Vous avez qu'à lire les chiffres. Les chiffres qui sont tirés du tableau qui est ici, septembre 2018 PPI, je l'ai fait valider par le bureau communautaire il y a 4 jours. Investissement dans le Val-de-Seine, 18,5 millions d'euros sur la période 2016-2022. Investissement dans le Val-d'Isère, 24,2 millions d'euros. Comme il y a un différentiel de 6 millions d'euros entre les deux, vous avez, regardez les chiffres, 6 millions d'euros comme par hasard qui vont être versés en fonds de concours sur la ville de Millau-sur-Seine en 2020. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous voyez comment les travaux sont réalisés, vous constaterez in fine, j'en prends le pari avec vous,
que nous n'aurons pas répondu au protocole qui aura été réalisé entre les deux communautés qui est important. Ça peut paraître d'ailleurs, l'argument que je défends, relativement secondaire. Après tout, maintenant, nous sommes dans le même bateau, si je peux prendre cette expression. Ça n'est pas au regard du passé. Je vous rappelle que les agrégats financiers des deux communautés, quand elles se sont constituées, n'étaient pas les mêmes. Et que c'était d'une façon dont on souhaitait justement rééquilibrer la porte d'entrée dans la communauté. Or, c'est l'inverse. Nous avons 18 millions d'un côté, nous en avons 24 de l'autre. À partir du moment où on constate ces chiffres, on constate le second point, et qui est un point sur lequel, pour ma part, je suis extrêmement regardant. On constate que toute une série de chiffres qui nous ont été présentés sont des chiffres, et je le dis très clairement, qui ne sont pas des chiffres justes. Et je dis très clairement ici que ces chiffres, exactement comme je l'avais dit en septembre dernier, sont des chiffres dont je conteste la réalité et la vérité. Et je vous en donne 3 illustrations, 4 pour être précis. La première, ce sont les investissements futurs. On se retrouve dans une situation où il y a un dérapage de 10 millions. Comment est-ce qu'on arrive à retomber sur nos pattes tel qu'on vous l'a présenté il y a quelques instants? Je vous le dis très clairement, c'est en ayant en 2021 0 € d'investissement nouveau sur 6 communes sur 9, en l'occurrence les 6 communes du Val d'Hyères, et en 2022, tenez-vous bien, 0 € d'investissement dans 8 communes sur 9. Non, moi je répondrai rapidement à quelques observations, quelques déclarations. D'abord pour vous dire que le protocole financier que l'on a arrêté figeait un objectif de maintien de la dette à 56,9 millions d'euros. Aujourd'hui, par rapport à ce point de départ, on est peu ou prou sur le même niveau d'endettement. Au sujet de l'évolution de la dette, je voudrais dire également qu'on ne peut pas calculer un ratio d'augmentation de la dette uniquement sur la dette émise, comme c'était fait tout à l'heure. Il faut également prendre en compte les remboursements de dette. Donc la dette évolue de 600 000 € et non pas de 5 millions d'euros. Excusez-moi, c'est peut-être un détail, mais ça a quand même malgré tout son importance. Ensuite, ce qui s'est passé depuis la mise en œuvre du protocole financier et de notre BPI. Alors certains s'étonnent de ces évolutions. D'ailleurs, je suis prêt à partager certaines des observations qui ont été faites, puisque échange d'expérience professionnelle pour échange d'expérience professionnelle, effectivement, on peut être surpris. Sur les évolutions de coûts relatifs à un certain nombre de sujets. Et ça, c'est une réserve qui me paraît tout à fait fondamentale. Si nous ne sommes pas en capacité, sur l'ensemble des opérations telles qu'elles sont prévues aujourd'hui au niveau du PPI, de tenir nos projections en matière de dépenses, je suis tout à fait d'accord avec Georges Tron sur le fait que nous risquons effectivement d'aller bien au-delà des 56 millions d'euros de dette que nous avons pour objectif. Je le dis de façon assez solennelle parce que, vous savez, vous parliez tout à l'heure de transparence. Et je pense qu'il faut qu'on soit transparent là-dessus. Ces 10 millions supplémentaires, d'abord ce ne sont pas 10 millions d'évolution de coûts. Les évolutions de coûts ne concernent que 7 millions d'euros, puisqu'il y a aussi quelques nouvelles opérations qui sont venues se rajouter. Et bien à l'avenir, il est essentiel, et ça c'est, je pense, quelque chose de tout à fait fondamental, que nous soyons en capacité de mieux maîtriser nos projets. Je le dis de façon assez solennelle parce que c'est, je pense, une des pierres angulaires du sujet que l'on a aujourd'hui à traiter, que l'on traite au travers de ce budget, mais qui nous assurera pour l'avenir la maîtrise de nos engagements financiers. Vous parliez de l'absence, je dirais, d'action particulière par rapport à la cohésion sociale. Et que notamment, rien n'était prévu au titre des travaux qui seront engagés à l'horizon 21-22
sur nos quartiers en renouvellement urbain. Vous ne pouvez pas me le reprocher sur le budget de l'exercice 2019. Vous ne pouvez pas me le reprocher sur la perspective, projection financière que nous avons. Je dirais simplement que sur ce budget 2019, comme nous l'avions d'ailleurs sur le budget 2018, nous avons engagé un montant important d'études qui sont aujourd'hui en cours et qui vont nous permettre de travailler à cet important sujet. Sur les dépenses de personnel, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait facile pour moi de vous dire, il suffit de siéger à la commission finance pour poser ce type de questions. Je préfère vous apporter une réponse précise. Les 92 000 euros que vous citiez sont une réalité. Ils seront financés principalement par effectivement du GVT-, qui sera notamment lié aux 10 départs en retraite que nous connaissons. Départs en retraite d'ailleurs, dans la mesure où tous les postes ne sont pas remplacés, constitueront de véritables économies. En matière d'embauche, il n'y a pas d'embauche nouvelle de prévue, si ce n'est l'embauche d'un manager de centre X, ce dont nous avions déjà débattu. Sur les tableaux des effectifs, vous citez plusieurs chiffres, je regarderai ça dans le détail. Je dirais simplement qu'il y a des tableaux qui expriment des postes ouverts au sein de l'agglomération, alors que d'autres sont des tableaux établis sur le personnel présent et prennent en compte notamment le temps de travail assuré par l'agent, s'il est à temps partiel ou pas. Voilà, ce qui peut justifier ces différents écarts. La maintenance, est-ce que c'est suffisant à 400 000? Est-ce qu'il faut en faire plus? Je crois que le précédent vice-président avait baissé ses enveloppes de 500 000 qui étaient inscrits à l'origine dans le PPI à 400. Je dirais simplement qu'aujourd'hui, nous engageons, je le disais tout à l'heure, un montant de travaux conséquents en matière de réhabilitation de patrimoine. Toutes les rénovations qui ont été citées et qui constituent l'essentiel des opérations que nous allons mener cette année sont des opérations quelque part de maintenance également, de réhabilitation totale, et vont effectivement sensiblement alléger nos besoins en matière de maintenance courante ou de maintenance curative, puisqu'une fois réhabilité, on peut imaginer au moins que sur les 10 premières années d'exploitation de ces équipements, les dépenses de maintenance puissent... Quelques mots. D'abord, me réjouir que cette année, comme les années précédentes, nous avons des recettes de fonctionnement qui augmentent plus vite que nos dépenses, avec un budget qui est extrêmement maîtrisé. Ça a été indiqué par Bruno Gallier en introduction, avec une évolution des dépenses de 0,5%, ce qui montre la bonne tenue de la collectivité. Et je peux vous assurer dès à présent que le compte administratif 2017 sera parfaitement en ligne par rapport aux prévisions budgétaires qui avaient été présentées et adoptées au Conseil communautaire. Avant de faire des remarques plus générales, peut-être sur des aspects plus techniques, indiquer et rappeler à tout le monde, parce que c'est vrai que lorsqu'on cite des chiffres, après ça peut effrayer un certain nombre de conseillers communautaires ou le public, et que les 28 avenants qui ont été cités pour la MAC concernent 18 lots. Donc, normal, il y a plusieurs lots sur les opérations. Indiquer à notre collègue Pascal Michelangeli, qui est intervenu tout à l'heure sur les politiques de transport, lui dire que cette différence d'appréciation entre les territoires ne nous a pas échappé. Et vous avez sans doute remarqué que depuis 1 an et demi, nous passons régulièrement des délibérations permettant de faire converger nos politiques publiques sur l'ensemble du territoire. Nous avons examiné ce sujet des transports, puisqu'il y a un pass local qui existe sur les 3 communes de l'ex-Val-de-Seine et qui n'existait pas sur le territoire du Val-Guerre. Le coût de mise en œuvre de ce pass local sur les 6 communes représente un montant élevé, donc je n'ai plus en tête
exactement, mais qui ne peut être absorbé par l'agglomération, d'autant que vous savez bien que sur les politiques publiques, les dépenses nouvelles seraient faites par l'agglomération, et donc il avait été convenu d'essayer de travailler ensemble et de voir de quelle manière les communes pouvaient participer au financement de ce pass de la même manière que ça avait été le cas sur Montgeron, Vigneux-Merveille. Et je respecte parfaitement la position qui a été prise collégialement, de dire que c'était un sujet qui était devant nous, et un sujet qu'on n'était pas capable de traiter à ce stade, même si nous mesurons ces différences qu'il peut y avoir. Je pense que Bruno Gallien a répondu sur les aspects chapitre 12 et sur la maintenance. Indiquer également, mais je pense que tout le monde le sait autour de cette table, que contrairement à ce que Georges Tron a indiqué, ce ne sont pas les commissions qui décident, les commissions émettent des avis, et c'est le conseil communautaire ensuite qui, au vu de ces avis, délibère souverainement et publiquement, et évidemment le conseil communautaire est libre de suivre ou non les avis des commissions. Préciser d'ailleurs à Georges Tron que contrairement à ce qu'il avait indiqué, j'ai voté contre le projet présenté par le préfet de région s'agissant de la CRCI, la Commission régionale de coopération intercommunale. Préciser toujours que parce que ça c'est un sujet qui revient régulièrement sur l'absence, prétendue absence d'investissement en 2021 et 2022. C'est un point qui est important, et c'est un point d'ailleurs qui n'a pas évolué depuis la signature du protocole. Donc, lorsque nous étions tous réunis à la Grange aux Bois il y a 2 ans, dans le PPI et dans ce que nous avions adopté, et ce qui avait été adopté par la majorité communautaire, il n'y avait pas d'investissement nouveau en 2021-2022. On peut considérer aujourd'hui que ce n'est pas de bonne politique, mais dans ce cas-là, il faut réviser les plans. Je n'ai pas à ce stade de demande de la part des communes visant à financer de nouvelles opérations. J'ai adressé à l'ensemble des maires un courrier pour leur demander leur prévision et leur demande par rapport au patrimoine existant de l'agglomération, des demandes qui pourraient concerner un mandat à venir. Il appartiendra évidemment aux élus autour de la table à partir de 2020 de décider de ces opérations, mais il me semble de bonne politique là aussi que l'administration enregistre les demandes qui peuvent exister. Mais je sais également que des dossiers d'investissement, quels qu'ils soient, nécessitent des temps d'études et que par conséquent, il n'y a pas besoin, à l'exception peut-être de quelques crédits d'études qu'il appartiendra d'inscrire en 2020-2021, il n'y a pas besoin de prévoir de crédits de travaux, parce qu'il faut généralement 1 an et demi, 2 ans entre le moment où on décide de lancement d'un dossier et le moment où les premiers crédits doivent être décaissés. Et je précise bien que dans le plan pluriannuel d'investissement qui est achevé en 2022, figurent les opérations que nous avons citées, y compris la salle de Vigneux-sur-Seine, qui a fait l'objet d'un décalage, pas un décalage volontaire de la part ni de l'agglomération ni de la ville, mais ça fait partie de l'évolution des dossiers. Vous savez que cette salle est liée au programme En Rue de la Croix-Blanche, qui lui-même a pris un petit peu de retard, et j'ai eu l'occasion d'en parler avec Thomas Chazal comme avec son prédécesseur. Il nous semblait, c'est ce qui a justifié d'ailleurs le vote de fonds de concours pour Vigneux-sur-Seine sur les exercices 2018 et 2019, parce qu'il n'aurait pas été équitable que la commune de Vigneux et les habitants de Vigneux ne bénéficient pas d'investissement d'agglomération sur ce mandat, mais l'engagement et les crédits nécessaires sont prévus dans le PPI permettant la réalisation de cette salle. Indiqué, et ça a toujours été le cas dans toutes les discussions que nous avons eues en bureau communautaire, que évidemment ça ne figurait pas au protocole et ça ne figure pas dans les inscriptions budgétaires pour l'instant, la question du siège. Et on ne peut pas inscrire des prévisions sur un objet que nous ne connaissons pas. J'en profite d'ailleurs pour indiquer à l'ensemble des conseils communautaires que nous avons engagé le process qui nous conduira, je l'espère, au printemps prochain à prendre une décision par rapport à 3 candidatures qui ont été reçues à l'agglomération sur les communes de Bournois, de Montgeron et d'Hyères, et que à ce stade,
partir sur une solution de location de ce bien, plutôt qu'une solution d'acquisition. Et donc nous sommes en train de revoir ces montages au travers d'un groupe de travail qui rendra, je l'espère, ses conclusions le mois prochain. Et au vu de ces éléments, il nous appartiendra non seulement de trancher, mais de voir dans quel devenir il y a lieu. Alors, nous sommes locataires actuellement sur le bâtiment à Cônois, nous sommes propriétaires à Draveil. J'apprends, mais ça va peut-être échapper, qu'il y a une modification du plus à Draveil. Je n'ai pas le souvenir, ni en tant que président d'Aglo, ni en président de département, d'avoir été saisi de cette modification de plus, mais évidemment, ce qui est légal, mais évidemment, il faudra qu'on puisse. Voilà, je croyais qu'on était à la fin du processus. Normalement, je dois être associé dès le début de la procédure, mais j'imagine bien qu'on aura l'occasion d'en parler et qu'on aura l'occasion de trouver une solution qui puisse agréer. On connaît les éléments aujourd'hui du plus de Draveil. Ça ne fait pas partie des éléments financiers, mais lorsqu'il nous appartiendra de faire une maquette spécifique sur le siège, avec un plan de financement spécifique, et il faudra qu'on indique les dépenses, les recettes, et la cession potentielle du site de Draveil peut faire partie des recettes permettant de financer cette opération. Je terminerai mon propos sur les grands équilibres généraux en disant que ce qui est présenté aujourd'hui est en droite ligne de toutes les différentes étapes que nous avons eues depuis 2017. Il n'y a pas de surprise. Nous avons évoqué ici même l'évolution du PPI, et c'est une évolution qu'on peut peut-être regretter, une évolution normale dans n'importe quelle collectivité, avec des opérations qui figuraient dans le cadre du protocole, et d'ailleurs, je le dis sans espèce de... parce qu'à la limite, je peux même me sentir correspondable. Les deux opérations qui ont fait l'objet de glissements plus importants entre ce qui figure au protocole et ce qui figure aujourd'hui concernent les conservatoires de Montgeron et de Draveil. Et c'est vrai que l'agglomération, à l'époque, on était au stade de l'idée, et donc après il y a des programmes qui sont établis. La ville de Draveil, d'ailleurs, dans l'évolution, comme la ville de Montgeron, ont défini ce programme, ce qui nous a amené, par exemple, à intégrer dans le programme de rénovation de conservatoire de Draveil une maison qui n'est pas essentielle sur la rénovation, parce que c'était la demande de Draveil qui semble légitime. Si demain il y a des propositions pour revoir à la baisse un certain nombre de travaux, et ça sera examiné, je sais qu'il y a eu une réunion cet après-midi, il faudra évidemment que tous ces éléments soient consolidés, et évidemment si on est en deçà de ces éléments qui ont été examinés en transparence, ce sera une bonne chose. Simplement, ce que je veux dire, c'est que dès lors que nous avons eu connaissance de ces éléments qui ont été stabilisés, nous avons missionné, c'est le vice-président de finances d'alors, Georges Tron, qui a été choisi le cabinet Challenge Public, qui s'est exprimé à 2 reprises devant le bureau communautaire. Nous avons eu l'occasion de vous remettre les éléments de la prospective de Challenge Public et dire qu'au vu de ces éléments, nous avons pris 2 décisions. La première, c'est de recalibrer dans le calendrier les différentes opérations d'investissement pour lisser l'investissement et éviter l'effet de gonflement sur les années 2019-2020. Et je tiens à remercier tous les élus et tous les maires qui ont accepté de prendre en compte ce lissage, qui pour beaucoup d'ailleurs n'est pas lié à des éléments politiques, mais plutôt à des éléments techniques, parce qu'il y a certaines opérations qu'on pensait démarrer un peu plus tôt et qui pour des raisons techniques ne peuvent pas démarrer plus tôt, mais que surtout, parce que ça n'a jamais été évoqué ici, nous faisons figurer en face de ces 10 millions d'euros de dépenses supplémentaires, 8 millions d'euros de recettes supplémentaires. Donc l'équilibre, c'est la raison pour laquelle la dette n'est pas aggravée par rapport au scénario initial, et je maintiens qu'à date, les prévisions nous laissent penser que la dette sera en fin de protocole financier inférieure à cette qualité lorsque nous l'avons voté et conformément à ce qui a été signé. Et aujourd'hui,
C'est ce que le Challenge Public d'ailleurs nous disait dans son document de septembre dernier. Et aujourd'hui, l'exécution budgétaire telle que je la connais montre que nous serons en deçà des prévisions de Challenge Public. Demain, ce qui n'est pas exclu, c'est l'avis de n'importe quelle collectivité. Si demain, il y a un impondérable qui survient, on découvre qu'il y a de l'amiante ou qu'il y a, je ne sais pas quoi, sur un programme que nous allons réaliser, enfin sur une opération que nous allons engager. La piscine, la bibliothèque de Cassis, je ne pense pas qu'il y ait de surprise, vu qu'ils sont des bungalows. Mais sur les deux conservatoires, si jamais il y avait une surprise qui justifiait des dépenses supplémentaires, eh ben, il faudra qu'on fasse des arbitrages et qu'on revoie si du coup on décale l'opération, si on mobilise d'autres financements ou si on assume une dette supplémentaire parce que l'opération est lancée. Mais pour l'instant, je dis qu'au vu des éléments dont nous disposons, il n'y a aucun élément à savoir, mais c'est encore une fois l'avis de toutes les collectivités, et Georges le sait bien, puisque lorsqu'il était président de l'agglomération Sénart-Val de Seine, l'opération de l'Aqua-Sénart avait été votée à 12 millions d'euros et qu'elle s'est terminée à 20 millions d'euros. Donc il y a eu, sur les chantiers, y compris sur les chantiers qui ont été gérés par l'agglomération et par le président de l'époque, des chantiers qui ont dérapé. Et c'est, voilà, on peut le regretter, mais c'est pas uniquement parce qu'on le regrette qu'on arrive à trouver des solutions. Le rôle des élus, c'est d'essayer de trouver des solutions et d'essayer de gérer nos collectivités au mieux de l'intérêt des habitants. C'est, je crois, ce que nous faisons au travers de ce budget 2019 avec Bruno Gallier. Nous sommes très fiers de vous présenter, puis je crois que ce n'est pas le cas uniquement de Bruno Gallier, mais puisqu'on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs représentants du bureau communautaire, je crois que c'est le sentiment des différents maires qui ne se sont pas exprimés. S'il y a des explications de vote, je vous invite peut-être à les faire maintenant. Donc Georges Tron, Pascal Michelangeli, et puis ensuite nous passerons au vote. Oui. Oui, en fait, je sais pas qui... Oui, je vais débuter. Je regrette simplement. Vous l'avez bien dit. Et ce dérapage qui a bien eu lieu, c'est là-dessus qu'on diverge. Non pas sur le dérapage lui-même, mais sur les conséquences à en tirer. S'il s'agissait de rester sur le constat, ce serait facile. Le problème, c'est de savoir comment est-ce qu'on va gérer ce constat. Mais il y a bien eu ce dérapage. À partir du moment où on l'a constaté, je voudrais vous faire trois remarques et vous dire pourquoi je ne vous pas ce que j'ai indiqué tout à l'heure sur le vote. La première remarque, pour vous dire que des nouvelles opérations, c'était dit par Bruno Gallier, expliquent en grande partie ce dérapage, que ce n'est pas de la maintenance. La seconde remarque, c'est pour vous dire qu'il y a effectivement des sommes qui vont être consacrées, notamment pour la question du siège, qui ne sont pas dans notre prévision. Et je vous l'aurais dit, vous devriez faire très attention à ça, c'est un problème de fond. Je le dis d'ailleurs au passage, il y a un groupe de travail qui est organisé sur cette question du siège. Je pense que le groupe de travail devra se donner comme objectif de chercher vraiment quel est le siège qui coûtera moins cher à la commune de l'agglomération et de ne pas chercher des circonvolutions de toute nature pour essayer d'éviter l'un d'entre eux. Pour être précis dans mon propos, la ville de Lire a fait des propositions qui sont des propositions parfaitement intéressantes. Je ne dis pas que ce sont les seules à prendre en compte, mais elles sont parfaitement intéressantes. Et sur cette base-là, je voudrais qu'on ne rajoute pas des critères qui sont des critères discriminants, alors même qu'il n'y a pas matière à le faire. Et troisième et dernière observation, je voulais vous dire que nous ne sommes pas, contrairement à ce qui est indiqué, dans la stratégie. Je vous le dis, je souhaite réellement que nous ayons tous un moment de bonne conscience. Vous verrez à la prochaine délibération, je vous ferai confirmation de la remarque que j'ai effectuée tout à l'heure. Il appartient à chacun des maires, à chacun des élus, de faire en sorte de contribuer à redresser cette situation financière. Je considère qu'elle est aujourd'hui altérée. Je considère aujourd'hui qu'il y a de vrais risques. Je considère que c'est de l'impôt en perspective. Il y a des crédits qui sont prévus qui permettent de répondre au moins à deux problématiques que vous avez évoquées, mais d'autres problématiques qui, je sais, vous intéressent et concernent la mise en œuvre du projet de territoire. Il y a évidemment toutes les études concernant la politique de la ville et toute l'ingénierie qu'on va conduire par rapport aux 4 quartiers. Il y a des études qui sont conduites, qui sont proposées pour la requalification des zones d'activité, et notamment il y a un vrai enjeu sur Montgeron-Vigneux, mais également sur les abords de la Nationale 6, et on souhaite évidemment consacrer cette année pour avoir une vision par rapport aux bâtiments existants, au tissu économique, et voir de quelle manière il va muter, il pourrait muter, et de quelle manière on peut renforcer la teneur en emploi de ces zones d'activité. Donc c'est bien prévu au budget. Et vous ne l'avez pas évoqué, mais on a prévu également, je pense, des actions qui correspondent à la mise en œuvre du projet de territoire, parce que
qu'évidemment, c'est bien l'objet qui indiquer et donc préciser peut-être juste sur les deux autres interventions, 31% de l'investissement est financé par de la dette. Je pense qu'il y a peu de collectivités en France, et même peu de collectivités autour de la ville, si on veut continuer à entretenir le patrimoine, ce qui est le cas de toutes les opérations d'investissement. Je me permets de le préciser, quand vous dites il y a plein d'équipements, je ne rentrerai pas dans le débat sur lequel vous pouvez m'inviter en disant est-ce que les agglomérations précédentes ont eu raison de créer de nouveaux équipements, Max, CEC, Aquasenar, etc., qui étaient des équipements qui n'existaient pas. C'était aussi le fruit d'une époque où il y avait